dans une ville comme Arles, nous avons fait récemment une étude des retombées économiques liées au patrimoine, à la culture, au tourisme, qui est généré par ces deux phénomènes qui sont indissociables. Et on s'aperçoit que pour la ville d'Arles, ça représente à peu près 30% de son économie. Et on a même pu la chiffrer. C'est avec les emplois directs, indirects et induits, quasiment 2700 emplois, pour des retombées économiques de l'ordre de plus de 101 millions d'euros par an. Comme je dis à mes collègues, malheureusement, aujourd'hui, on peut délocaliser des usines. Mais l'amphithéâtre d'Arles, on ne le délocalisera jamais. Sur la place, ici où nous sommes, nous avions entre 2,50 m et 3 mètres d'eau. Si bien que ce qui était pour nous habituellement un petit ruisselet qui traverse la commune est devenu subitement un fleuve qui a emporté toutes les voitures et toutes nos infrastructures. Le kiosque a failli être emporté. Toutes les voitures sont parties dans le théâtre de verdure. C'est notre lieu un peu culturel. Là, lui, il a littéralement explosé, on va dire. Et on a eu des difficultés à gérer la situation de par la violence du flot et surtout la soudaineté. Tout ça s'est déroulé en à peine 3 quarts d'heure. On n'a pas imaginé un seul instant que l'eau puisse sortir du Réal au niveau de la place Paul-Simon pour submerger la ville. Ce qui est arrivé très vite, c'est tout simplement parce que les pluies qui étaient torrentielles sont rapidement montées dans le Réal, qui est finalement un ruisseau assez étroit, avec en amont de la ville un barrage naturel qui était à la fois fait par le mur du pont qui a été détruit, et puis les maisons latérales qui formaient un bassin naturel, et ce sont les embâcles, c'est-à-dire les arbres, les rochers qui, arrivant devant les deux entrées du Réal, les deux entrées souterraines, ont fini par boucher partiellement l'entrée du Réal, ce qui fait que les eaux sont montées et sont passées par-dessus le pont, et puis la force de l'eau a fini par le détruire. L'eau a coulé par-dessus pendant à peu près 3h30. C'est pas une vague qui est arrivée comme ça, qui est passée, et puis il n'y avait plus rien derrière. C'est 3h30 sans cesse d'eau qui a coulé. Alors, le patrimoine n'a pas été touché parce qu'en fait, le Réal coule au pied de la vieille ville, hein, ce qu'on appelle nous le quartier du Parage. Et la vieille ville n'a pas été touchée, elle n'a connu que du ruissellement, mais absolument pas de dégâts. C'est donc la ville ancienne aussi, parce que les premiers quartiers qui ont été touchés dans la rue du Sol datent du début du 19e, donc c'est quand même des maisons qui ont 2 siècles. Mais la vieille ville, celle qui date du 12e, n'a pas été touchée. Bien sûr, ce sont des leçons à tirer pour des événements ultérieurs que j'espère le plus loin possible, parce que nous qui n'avions connu jamais d'inondation sur la commune, eh bien on s'est retrouvés face à ce sinistre historique. L'intérêt maintenant, c'est de se servir de cette expérience pour prendre toutes les précautions pour l'avenir. Alain Droguet, directeur des archives départementales du Var depuis 5 ans. On se trouve ici devant les archives contemporaines de la commune des Arcs, commune dont j'avais contrôlé les archives au mois de mars. Et 2 mois et demi plus tard, le 15 juin, les inondations qui ont touché Draguignan et la Dracénie ont fait que ces archives qui étaient stockées dans la cave ou dans les caves de la mairie des Arcs ont été submergées avec les effets qu'on peut deviner. 2 jours après, ces archives ont été sorties de la cave où elles se trouvaient, ont été transportées dans un grenier de la mairie. Ces archives n'ont pas forcément un intérêt historique très important, ce sont des archives récentes, des archives contemporaines comme je l'ai dit. Et pour les archives contemporaines d'une commune, en général, comme pour les administrations, on considère que 90% de la production administrative ne présente pas d'intérêt historique et est éliminable à terme. Le travail des archives départementales, ça a été d'aider justement la commune des Arcs à déterminer les archives qui avaient vraiment un intérêt historique, qui devaient être conservées, et celles qui pouvaient être éliminées. Cette commune, comme beaucoup d'autres communes,
conserver ses archives, son patrimoine écrit, sa mémoire collective dans des locaux qui n'étaient pas adaptés, puisque une partie, les archives anciennes, se trouvaient au grenier et une partie des archives contemporaines à la cave, et on peut deviner que ce sont des locaux à risque dans un cas comme dans l'autre. Et on avait d'ailleurs évoqué des solutions pour mieux loger les archives, mieux assurer leur conservation. Les archives départementales et leurs directeurs exercent le contrôle sur les archives publiques et s'assurent de la bonne gestion des archives, de leur bon traitement et de leur bonne conservation. Et ça rejoint la question des locaux. Et la question des locaux, ce n'est pas une question qui est toujours simple à régler, parce que les communes, et en particulier les petites communes, n'ont pas tout à fait la possibilité de s'équiper en locaux adéquats qui assurent une hygrométrie, une température constante et qui préservent les archives de risques tels que inondations, incendies ou fuite de la toiture ou de canalisation. Personnellement, je considère que c'est un point essentiel et je pense aussi, vu les investissements que représente l'équipement de locaux d'archives, que c'est une solution que l'on doit trouver au niveau des intercommunalités, et l'évolution récente de la législation en ce domaine, à mon avis, devrait donner des possibilités dans les années à venir pour pouvoir conserver les archives, cette part quand même importante du patrimoine des collectivités territoriales, de les conserver dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui. D'abord, il faut assurer la bonne conservation des archives qu'on dit historiques, qui n'ont plus d'utilité administrative mais qui présentent de l'intérêt au niveau de la documentation de l'histoire, de la vie de la commune ou de la collectivité en question. Je dis, donnons la priorité aux archives qui sont à conserver définitivement et peut-être plaçons dans des locaux qui assurent moins de sécurité les archives éliminables à terme, dont on sait qu'au bout de 5, 10 ans ou 20 ans, ces archives seront détruites. Je suis directeur d'une structure qui fait de la restauration pour les musées de France, les collectivités territoriales, les services archéologiques, le privé aussi de temps en temps, et qui a comme spécialité les arts du feu. Donc nous travaillons principalement sur un patrimoine mobilier en métal, en céramique et en verre. Donc les principaux dommages viennent des inondations liées aux intempéries, à des crues bien entendu, mais aussi aux résultats des lances à incendie des pompiers. L'inondation, paradoxalement, est à prendre en compte de la même manière et au même niveau que celle de l'incendie. Écoutez, notre rôle, en fait, il a été dans le droit fil d'un certain nombre de dispositions que nous avions étudiées, prévues, envisagées, avec nos collègues responsables du patrimoine à Draguignan. Nos collègues du musée des ATP se sont trouvés, certes mobilisés, mais sans moyens, pour faire face à une coulée de boue qui occupait plusieurs dizaines de mètres carrés dans leur réserve extérieure. Notre mission a donc consisté en réalité à aller chercher et à acheter. Notre statut est un statut associatif qui du coup nous génère une certaine souplesse, une certaine liberté. Donc nous sommes partis acheter des raclettes, des balais, un groupe électrogène, mettre à disposition notre Karcher. Enfin, en gros, notre travail a consisté à mettre à leur disposition des moyens logistiques pour qu'ils puissent ensuite évacuer la boue qui encombrait donc les réserves. J'en ciblerai deux. La première, c'est la nécessité impérieuse que chaque établissement culturel dispose en propre de ses outils de gestion de la crise. De sorte à ce qu'il ne se trouve pas pris au dépourvu, comme nos collègues ont pu l'être lors de cette inondation. La deuxième, eh bien, vous voyez, c'est un hasard du calendrier. Je rentre d'une mission d'une semaine dans un musée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est à Gap, un musée départemental, et qui se trouve à une centaine de mètres d'une rivière, dans une zone inondable. C'est un bâtiment du 19e siècle. Et donc, nous avons comme rôle de les conseiller en matière d'aménagement, de réaménagement de leurs réserves. Et nous avons accentué nos conseils, nos réflexions, en tenant compte du risque d'inondation lié à la rivière proche, mais aussi du risque de mouvement de terrain induit par les nombreuses failles qui se trouvent dans les Alpes. Donc, la prise en compte en amont du sinistre, expliquée par quelqu'un qui a été victime d'un sinistre, auquel personne ne s'attendait,
est de fait devenu un gage de crédibilité pour se préparer le plus en amont possible à ce type d'éventualité. Dans nos schémas les plus pessimistes, nous songions en réalité qu'à des sinistres affectant un bâtiment isolé, un incendie, une fuite d'eau, un problème lié à un bâtiment. Jamais, on n'a pas une fraction de seconde, on a pu envisager que 22 communes puissent être touchées simultanément. Nous avons d'abord voulu sensibiliser, effectivement, nous sensibiliser mutuellement. Cela a consisté par exemple à projeter un film réalisé par Madame Monneron sur la commune de Lorgues sur une simulation d'incendie dans une chapelle. Ce petit film a servi de base à une sensibilisation qui s'est poursuivie par des visites de nos établissements respectifs, non pas la face belle, mais plutôt les coulisses. Il s'agissait de montrer et de comprendre comment ce qui n'arrive qu'aux autres, en réalité, peut très bien se produire chez soi, et de préférence dans les coulisses, en lieu et place des salles d'exposition présentables et présentées régulièrement au public. Cela nous a permis de prendre conscience effectivement du danger potentiel et d'envisager que soient passées des conventions entre communes, communautés d'agglomération, départements, éventuellement régions, pour que des bâtiments libres, des espaces libres, puissent être affectés à l'entreposage en urgence d'un certain nombre de biens sauvés de ces bâtiments culturels, en attendant que le passage des experts, des assurances, des conservateurs, restaurateurs, etc. Un certain nombre de dégâts qui ont été commis en ex-Yougoslavie, je pense à Mostar, je pense à Dubrovnik, je pense bien sûr à la bibliothèque de Sarajevo, ainsi que l'incendie du Parlement de Rennes, ou bien celui du château-musée de Lunéville, ont profondément choqué et véritablement marqué la communauté patrimoniale française, au point que certains d'entre eux, certains responsables de musées, je pense notamment à Madame Giraudy, qui fut un temps directrice des musées de Marseille, souhaitent organiser des journées de sensibilisation des personnels d'institutions culturelles autour de la gestion des risques. À titre d'exemple, pour finir là-dessus, nos collègues archéologues de Marseille disposaient jusqu'à la fin des années 90 de boîtes en carton ondulé pour stocker les archives du sous-sol marseillais. Il se trouve qu'en septembre 2000, une pluie décennale est venue inonder le dépôt archéologique principal de la ville et que les objets se sont trouvés dans l'eau. Heureusement que quelques mois plus tôt, ils avaient suivi les conseils que nous leur avions donnés et que les boîtes en carton avaient pu être remplacées par des boîtes en plastique, en polypropylène alvéolaire, et de fait, les objets, les informations qui se rattachaient à ces collections n'ont pas été perdues. Certes, ils ont été déplacés, certes, ils ont été salis, mais rien n'a été perdu, et c'était quand même là l'essentiel. Alexandra Lyon, responsable du musée communautaire des arts et traditions populaires de Draguignan. Avec le LC2R, nous avions initié une démarche de réflexion autour de la gestion des sinistres. Les ateliers conviaient donc les établissements culturels de la communauté d'agglomération marseilloise, de la ville, ainsi que les associations qui étaient en charge de conserver du patrimoine. Donc toutes les réunions que nous avons eues pendant 2 ans nous ont permis de réfléchir sur des situations de sinistres telles que incendies, inondations, dégradation d'objets, mais bien évidemment cela restait que de la théorie. Là, l'événement du mardi 15 juin a été une étude de cas qui a touché l'ensemble d'un territoire et non pas uniquement un établissement. Donc ce qui a fait la particularité de cette journée, ce n'est pas qu'il a plu, parce que quand il pleut ici c'est vraiment très violent, c'est surtout le fait qu'il pleuvait sans aucune discontinuité. C'est vraiment le lendemain qu'on a pris conscience de la réalité. Il a fallu à la fois gérer le patrimoine qui avait été touché et aussi recenser le personnel, puisque
La particularité de ce sinistre, c'est qu'il n'a pas été ponctuel, mais généralisé à toute une ville, et même au-delà, puisque plusieurs communes ont été touchées. Il faut agir très très vite. Il faut savoir que le sinistre est intervenu le 15 juin, donc on est très proche de l'été. Nous sommes sur la Côte d'Azur, donc il fait chaud. Là, inondation, donc humidité à 100%, humidité relative à 100%. Il faut savoir que dès qu'on atteint des températures entre 20 et 30 degrés, il y a une prolifération de micro-organismes qui se développent à partir de 48 heures. Donc on a très très peu de temps de réaction. Et il ne faut pas réfléchir pendant des années, mais agir. Au niveau des collections qui concernaient le musée, nous avons fait un tour dans le musée. On a regardé du grenier aux caves pour voir un petit peu si les collections avaient été touchées. Ensuite, le musée a des réserves qui se trouvent à l'extérieur, dont une réserve qui se trouve dans le lieu qui a été le plus sinistré, c'est-à-dire la zone Saint-Hermentaire. Et il s'est avéré que notre bâtiment, donc, qui se trouve en zone industrielle, qui fait 800 mètres carrés au sol, avait été touché. Il y avait eu 30 cm d'eau. Et là, entre le mercredi et le jeudi, l'eau s'était écoulée. Il ne restait plus que 5 à 10 cm de boue sur toute la surface. Donc il s'agit de la chapelle du Bon Pasteur. C'est un lieu qui avait déjà été sélectionné lors de notre réunion collective de conservation préventive comme un lieu de repli possible en cas de sinistre. Donc elle a été utilisée dès le lundi suivant les inondations. Je suis allée visiter les archives de la cave avec mon directeur. Ils avaient été largement touchés et la plupart de leurs archives étaient recouvertes de boue. Le local de la CAT justement est très proche de la chapelle, donc toutes les archives ont été sorties, mises sur des brouettes et amenées donc à la chapelle du Bon Pasteur, puisqu'en fait l'idée c'est de faire sécher et de décoller, d'étaler le papier mouillé, parce que si on le laisse en liasse avec la boue, après très peu de temps ça sèche, ça colle. Et après, on est obligé de faire un autre type d'intervention, beaucoup plus lourd, beaucoup plus coûteux pour les communes. Donc le but, c'est de ventiler, de faire sécher et de contrôler pour surveiller qu'il n'y ait pas d'apparition de micro-organismes. Il est vrai que dans nos têtes et dans les exemples, c'était souvent l'incendie qui revenait. Par exemple, apprendre le personnel à manipuler un extincteur, savoir comment agir lorsqu'il y a dégagement de fumée, comment faire sortir les visiteurs puis le personnel, donc dans un espace qui est complètement obstrué par la fumée. C'est vraiment cela qui nous a permis de cheminer dans la réflexion de la gestion des sinistres. Ensuite, on avait un petit peu évoqué l'eau, mais il est vrai que l'eau, la dernière crue remonte à 1827 et c'est vrai qu'elle était très loin de nous et c'est pas quelque chose qui nous a, quand on pense à l'inondation, on pense à l'inondation accidentelle, une fuite d'eau. À aucun moment, quand on parlait d'inondation, je n'ai jamais imaginé que l'on puisse à un moment donné vivre cet événement-là et je crois qu'il est important lorsqu'on travaille dans ces groupes de réflexion, il ne faut pas se dire non, ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver qu'aux autres. Forcément, un jour, par malchance, ça arrive et là, voilà, ça a été une catastrophe. Le bouclier bleu, à la base, c'est un emblème et ça repose sur une convention internationale signée par plusieurs États qui s'engagent à protéger le patrimoine culturel en cas de conflit. Autrement dit, tous les bâtiments qui sont marqués d'un sigle qui est un bouclier bleu sont à ne pas prendre pour cible militaire, par exemple. L'objectif du bouclier bleu, si on a à le résumer en une phrase, c'est d'être la Croix-Rouge des biens culturels. On a fait des journées d'études à Marseille en 2006, donc qui ont permis à de nombreux professionnels de la région de venir. PACA est une région un peu particulière car elle est très bien dotée au niveau de la protection la protection du patrimoine culturel. Ils avaient le projet Noé, donc c'était un projet européen, et PACA était la région qui pilotait ce programme.
Donc ils ont développé déjà des outils et des stratégies. Donc on a eu à collaborer avec Noé sur le projet de base de mémoire des sinistres. Donc c'est une base de données qui permet de faire du reporting de sinistres qui ont été rencontrés sur une institution patrimoniale pour en conserver la trace et puis voir comment est-ce qu'ils ont géré, quels sont les enseignements à tirer, etc. Ça dépend du bon vouloir de nos bénévoles et de ce dont ils ont besoin aussi. Ils peuvent collaborer à l'échelle d'une région, au-delà même d'une région, comme au Grand Sud-Ouest. Il y a des professionnels de Toulouse, mais il y en a aussi de Bordeaux, il y en a du Languedoc-Roussillon. Voilà, ils ont envie de mener des projets en commun, comme ce DVD. Après, ça peut être à l'échelle d'une ville aussi, où il y a une envie de collaborer, ou à l'échelle de plusieurs départements, qui ne sont pas forcément de même région. C'est vraiment très, très variable. C'est plus en fonction de bassin de risque, je dirais, que véritablement de découpage administratif.